Depuis des décennies, d'innombrables personnes connaissent Clive Davis comme l'une des personnalités les plus influentes que l'industrie musicale ait jamais produite. Dans les coulisses, il a contribué à découvrir, développer et guider certains des plus grands artistes du disque de l'histoire, tout en gardant soigneusement une grande partie de sa vie privée à l'abri du regard du public. Sa réputation s'est bâtie sur un succès extraordinaire, un instinct aiguisé et une capacité presque inégalée à reconnaître le talent avant tout le monde. Pourtant, ces dernières années, de nouveaux rapports sur ce qui serait lié à sa propriété de Beverly Hills ont relancé d'anciennes controverses, laissant de nombreuses personnes se demander si son histoire ne se résume pas à l'image soignée que le public connaît depuis des décennies. Les questions deviennent de plus en plus fortes à chaque fois que les allégations refont surface. Qu'est-ce qui aurait été découvert exactement? Pourquoi ces histoires ont-elles refusé de disparaître malgré les dénégations répétées? Et peut-être plus important encore, la circulation continue de ces affirmations pourrait-elle éventuellement influencer la manière dont les générations futures se souviendront de l'un des dirigeants musicaux les plus prospères de tous les temps? Que les allégations soient vraies ou non, elles font désormais partie d'une conversation qui refuse de s'effacer. L'une des théories les plus largement discutées provient de l'animateur de radio Larry Gaiters, qui a affirmé qu'une réunion extraordinaire aurait eu lieu dans le manoir de Clive Davis à Beverly Hills en 1995. Selon Gaiters, d'éminents rappeurs de partout aux États-Unis ont été invités à y assister aux côtés d'individus qui, selon lui, avaient des liens avec la CIA, le FBI, et des dirigeants représentant des sociétés pénitentiaires privées. L'histoire a immédiatement attiré l'attention en raison de la gravité des accusations, même si aucune preuve indépendante n'a confirmé publiquement qu'une telle réunion ait jamais eu lieu. Dès le début, ces affirmations sont restées des allégations plutôt que des faits établis. Gaiters a affirmé que les artistes présents au rassemblement avaient reçu un message qui allait finalement influencer l'orientation future du hip-hop. Selon son récit, ils ont été encouragés à produire davantage de musique centrée sur des confrontations violentes avec les forces de l'ordre, des représentations de plus en plus explicites et dégradantes des femmes noires et des paroles mettant l'accent sur l'agression, les modes de vie criminels et les conflits sociaux. Il a en outre affirmé que l'objectif s'étendait bien au-delà du divertissement. Selon sa version des événements, la stratégie aurait servi les intérêts financiers des sociétés pénitentiaires privées, en encourageant des tendances culturelles qui contribueraient à des taux d'incarcération plus élevés. Naturellement, de nombreuses personnes ont immédiatement remis en question la crédibilité de cette histoire. Les allégations proviennent d'une personnalité de la radio plutôt que de documents publiquement vérifiés ou d'enquêtes officielles, ce qui rend le scepticisme à la fois compréhensible et attendu. Néanmoins, cette théorie a refusé de disparaître complètement, car elle touchait à des débats de longue date concernant l'influence des entreprises, la responsabilité des médias et la commercialisation de contenus controversés. Même sans preuve, l'histoire a continué à circuler parmi ceux qui se méfiaient déjà des institutions puissantes. L'intérêt s'est considérablement intensifié en 2012 lorsqu'une lettre anonyme en ligne a commencé à attirer une large attention. Bien que l'auteur n'ait jamais révélé son identité ni fourni de preuves vérifiables de manière indépendante, la lettre décrivait un scénario remarquablement similaire à celui que Larry Gaiters avait déjà évoqué. Selon l'auteur anonyme, des chefs d'entreprise influents auraient fait pression sur les dirigeants de grandes maisons de disques pour qu'ils fassent la promotion du rap gangster de manière plus agressive, tout en commercialisant soigneusement un style de vie susceptible de façonner les attitudes et le comportement d'un public plus jeune. Comme les affirmations de Gaiters, la lettre est restée totalement non vérifiée, mais les similitudes entre les deux histoires ont alimenté des spéculations encore plus grandes. Le compte anonyme a continué à circuler en ligne pendant des années, bien qu'il n'ait jamais été authentifié. À divers moments, il semblait destiné à disparaître dans l'histoire d'Internet pour réapparaître à chaque fois que les conversations sur l'influence de l'industrie musicale refont surface. Les plateformes de réseaux sociaux, les podcasts et les discussions en ligne ont ramené à plusieurs reprises la lettre à la vue du public, permettant à chaque nouvelle génération de lecteurs de la découvrir comme s'il s'agissait d'une nouvelle information. L'absence de preuves n'a jamais complètement effacé la curiosité du public. Des spéculations supplémentaires ont émergé après que des informations ont affirmé que Clive Davis et Whitney Houston s'étaient disputés seulement 2 jours avant sa mort tragique. Certains récits suggèrent même que la fille de Whitney, Bobby Christina, aurait pu être témoin d'une partie de ce désaccord.
Ces rapports sont également restés non vérifiés, mais leur timing a amené de nombreuses personnes, déjà intéressées par les théories du complot, à relier des événements sans rapport dans un récit plus large. Comme cela arrive souvent lors de tragédies très médiatisées, les questions restées sans réponse ont créé un terrain fertile pour de nouvelles spéculations. Larry Gaiters a poussé les allégations bien plus loin que la lettre anonyme ne l'a jamais fait. Plutôt que de parler de manière générale des leaders anonymes de l'industrie, il a spécifiquement identifié Clive Davis comme l'hôte présumé du supposé rassemblement. Cette accusation directe a immédiatement soulevé la controverse, car elle associait l'un des noms les plus reconnaissables de l'industrie musicale à une théorie déjà controversée. La réponse des représentants de Davis ne s'est pas fait attendre. Un porte-parole représentant Clive Davis a catégoriquement rejeté tous les aspects de cette histoire. Le communiqué qualifie ces allégations de complètement fausses, insistant sur le fait qu'aucune réunion de ce type n'a jamais eu lieu, et que ces affirmations n'ont aucun fondement factuel. Les représentants ont également souligné la longue histoire publique de Davis, de soutien aux artistes, aux prises, avec une dépendance des revers de carrière et des crises profondément personnelles, arguant que ces décennies de mentorat contrastaient directement avec l'image présentée par les théories du complot. Leur démenti était ferme, détaillé et visait à clore complètement l'affaire. Pour de nombreux observateurs, ce refus ne met cependant pas fin au débat. Certains ont continué à remettre en question ces allégations, non pas parce que de nouvelles preuves étaient apparues, mais parce que l'extraordinaire influence de Davis sur le secteur de la musique attirait naturellement une intense curiosité du public. Chaque fois que quelqu'un possède un immense pouvoir au sein d'une industrie, la spéculation s'ensuit souvent que les faits la soutiennent ou non. Cette dynamique a maintes fois maintenu ces histoires vivantes malgré l'absence de preuves vérifiées. De nombreuses personnes continuent de se demander pourquoi les accusations liées à Clive Davis reviennent à plusieurs reprises après avoir semblé disparaître. Est-ce que simplement la tendance d'Internet à recycler de vieilles rumeurs, ou ces histoires persistent-elles parce qu'elles impliquent l'un des dirigeants les plus puissants de l'histoire du divertissement? Aucune réponse définitive n'a jamais été établie. Ce qui reste indéniable, c'est que chaque nouvelle controverse impliquant l'industrie musicale semble redonner vie à des spéculations vieilles de plusieurs décennies. Un autre chapitre fréquemment évoqué dans ces discussions concerne la création de Bad Boy Records. Après que Sean Diddy Combs ait quitté Uptown Records au début des années 1990, Clive Davis aurait fourni environ 15 millions de dollars de financement pour lancer le nouveau label. À l'époque, cela représentait un investissement énorme équivalent à environ 40 millions de dollars dans l'économie actuelle. Un tel engagement financier a immédiatement attiré l'attention car très peu de nouvelles maisons de disques ont reçu un soutien d'une telle ampleur. Davis a expliqué plus tard qu'il pensait que le hip-hop était sur le point de devenir l'un des genres musicaux dominants au monde. Diddy, quant à lui, se souvient avoir présenté une vision commerciale convaincante qui a convaincu Davis que l'investissement réussirait. Avec le recul, la décision s'est avérée brillante sur le plan financier, mais beaucoup de gens continuent de se demander pourquoi une telle confiance existait avant que le label n'ait établi un quelconque palmarès. Cela reste l'un des investissements les plus discutés dans l'histoire de la musique moderne. Les critiques notent souvent que Diddy n'avait jamais exploité sa propre maison de disques lorsque l'investissement a été approuvé. Bien que talentueux et ambitieux, il n'avait pas encore démontré le succès exécutif qui définirait plus tard sa carrière. Des investissements importants de cette ampleur sont rarement réalisés sans une confiance extraordinaire, à la fois dans l'individu et dans le marché dans son ensemble. Cette réalité a naturellement alimenté de nouvelles questions au fil des années. Les partisans de diverses théories du complot associent parfois l'investissement de Bad Boy à la prétendue réunion secrète décrite dans des rumeurs précédentes. Ils soutiennent que le moment semble important, même si aucune preuve publique n'a jamais confirmé un tel lien. D'autres rejettent entièrement ces conclusions, considérant l'investissement simplement comme celui d'un dirigeant expérimenté, reconnaissant l'énorme potentiel commercial au sein d'un mouvement musical en croissance rapide. Les deux perspectives continuent d'apparaître chaque fois que les discussions reviennent sur cette période de l'histoire de la musique. Indépendamment des spéculations ambiantes, cet investissement a fondamentalement changé le hip-hop. Bad Boy Records est rapidement devenu l'un des labels les plus prospères du genre, lançant des artistes dont l'influence se poursuit des décennies plus tard. The Notorious, B.I.G., Craig Mack et bien d'autres ont contribué à redéfinir la musique grand public, tout en élargissant considérablement la portée mondiale du hip-hop. En quelques années seulement, le label s'est transformé en une puissance culturelle.
Certains chercheurs et commentateurs affirment que l'évolution de l'industrie a en fait commencé bien plus tôt dans les années 1980. Ils désignent fréquemment Priority Records, dont les fondateurs travaillaient auparavant pour Catel International, une société largement associée aux albums de compilation télévisés et aux enregistrements de nouveautés. Pour les critiques, la transition de produits de nouveautés vers l'un des labels hip-hop les plus influents représente un changement intrigant qui mérite un examen plus approfondi. D'autres y voient simplement une évolution naturelle de l'entreprise. Une attention particulière se concentre souvent sur N.W.A., l'un des groupes les plus controversés et les plus influents de l'histoire du rap. Les critiques affirment qu'il est remarquable de voir avec quelle rapidité l'image rebelle du groupe est devenue à la fois culturellement significative et commercialement rentable. Au fil des années, plusieurs membres ont reconnu que certains aspects de leur personnalité publique différaient de leur vie quotidienne. Ces réflexions ont encouragé des conversations plus larges sur l'authenticité, le marketing et la création d'images au sein de l'industrie du divertissement. Ice Cube a parlé publiquement de moments où il a estimé que l'industrie bénéficiait davantage de l'image du groupe que des individus eux-mêmes. Le Dr Dre n'a jamais été largement connu comme un véritable gangster avant de devenir célèbre, et les antécédents de DJ Yella différaient encore plus de la personnalité publique imaginée par de nombreux auditeurs. Néanmoins, l'image soigneusement cultivée s'est révélée extrêmement réussie. Des millions de disques ont été vendus, des arènes remplies à travers le monde, et N.W.A. a définitivement changé la culture populaire. Certains critiques estiment que cette époque représentait un premier modèle pour les futures stratégies commerciales au sein de l'industrie musicale. Selon cette interprétation, les dirigeants ont découvert que la controverse, l'authenticité et les identités soigneusement commercialisées pouvaient générer un succès commercial extraordinaire. Au début des années 1990, les partisans de cette théorie affirmaient que l'industrie possédait déjà des ressources financières, une expertise en marketing et que des dirigeants influents étaient prêts à étendre considérablement le modèle. Diddy finira par émerger comme l'une des figures les plus reconnaissables associées à cette transformation. Aujourd'hui, le contraste entre les succès passés et les problèmes juridiques actuels est devenu impossible à ignorer pour de nombreux observateurs. Diddy est actuellement détenu au MDC Brooklyn, un centre de détention fédéral qui a reçu à plusieurs reprises des critiques concernant ses conditions et sa gestion. À moins que de futurs développements juridiques ne modifient significativement sa situation, il pourrait y rester pendant des années, pendant que son affaire continue d'être portée devant les tribunaux. Sa situation contraste fortement avec l'extraordinaire influence qu'il exerçait autrefois dans le monde de la musique. Dans le même temps, les spéculations se poursuivent quant à savoir si Diddy pourrait éventuellement coopérer avec les procureurs fédéraux. Certains commentateurs affirment qu'il partage des informations, tandis que d'autres soulignent qu'aucune preuve publiquement confirmée ne vient étayer ces informations. Les rumeurs se sont rapidement répandues sur les réseaux sociaux et dans l'actualité du divertissement, malgré l'absence de confirmation officielle. À l'heure actuelle, une grande partie du débat reste basée sur des spéculations plutôt que sur des faits établis. Son avocate Marc Agnifilo a déclaré publiquement que Diddy était impatient de témoigner et qu'il pourrait même s'avérer difficile de se tenir à l'écart de la barre des témoins. Ces commentaires ont immédiatement attiré l'attention car ils suggéraient que son client avait l'intention de parler longuement s'il en avait l'occasion. Les partisans des théories du complot de longue date ont rapidement interprété ces remarques comme potentiellement significatives. D'autres ont averti que de telles conclusions restent prématurées sans savoir quel témoignage le cas échéant sera éventuellement présenté. Ceux qui continuent de suivre les rumeurs spéculent que si Diddy devait fournir un témoignage approfondi, il pourrait discuter de personnes influentes, de relations commerciales, de réunions privées et de pratiques industrielles remontant à des décennies. Ils estiment que de telles informations pourraient raviver des allégations qui circulent depuis des années sans jamais être fondées. Toutefois, ces attentes restent à ce stade totalement hypothétiques. Aucun témoignage public n'a encore confirmé aucune des histoires de longue date. Il est tout aussi important de séparer les spéculations des faits vérifiés. Aucune accusation pénale fédérale n'a été annoncée contre Clive Davis concernant ces allégations et aucune preuve accessible au public n'a confirmé les théories du complot évoquées au fil des ans. Une grande partie de la conversation continue découle de la coïncidence du timing et de l'influence extraordinaire qu'ont exercé des dirigeants puissants à des moments charnières de l'évolution de l'industrie musicale.
Jusqu'à ce que des preuves vérifiables apparaissent, ces histoires restent des allégations plutôt que de l'histoire établie. L'une des raisons pour lesquelles ces discussions continuent d'attirer l'attention est le contraste remarquable entre Clive Davis et Diddy ces dernières années. Bien que leurs carrières soient devenues étroitement liées, grâce aux affaires, leur situation publique apparaît désormais radicalement différente. Ce contraste a encouragé de nombreuses personnes à réfléchir à l'héritage, à la réputation et à la façon dont l'histoire juge finalement les personnalités influentes. Parfois, deux vies liées par la même industrie peuvent finir par emprunter des chemins remarquablement différents. Le 4 juin 2025, Clive Davis s'est tenu devant un public de célébrités au théâtre historique Apollo pour recevoir le prestigieux Legacy Award de l'organisation. La soirée a célébré des décennies de contributions à la musique avec des performances de Method Man et des hommages sincères rendus par des artistes dont Busta Rhymes. La cérémonie reflète une carrière définie par des réalisations professionnelles extraordinaires et une influence culturelle durable. C'était un moment entièrement dédié à honorer sa place dans l'histoire de la musique. Au cours de la même période, Diddy est resté en détention fédérale tout en faisant face à des poursuites judiciaires qui pourraient potentiellement le maintenir incarcéré au moins jusqu'à la fin de 2028 s'il était reconnu coupable et condamné en conséquence. Le contraste était impossible à ignorer. Tandis qu'un homme se tenait sous les lumières vives de la scène acceptant les applaudissements pour l'ensemble de ses réalisations, l'autre restait derrière les murs de la prison en attendant l'issue incertaine de sa bataille juridique. Peu d'images illustrent plus puissamment la nature imprévisible de l'héritage que deux carrières autrefois liées par le monde des affaires qui se terminent dans des circonstances aussi radicalement différentes. Le contraste entre les deux situations a beaucoup retenu l'attention. L'un d'eux est célébré en public, tandis que l'autre qui dirigeait autrefois un grand empire musical est incarcéré. Le même système fédéral qui a arrêté Diddy n'a pris aucune mesure contre Davis, selon ses affirmations. Cependant, les gens disent aussi que si les rumeurs selon lesquelles Diddy parlerait ou coopérerait sont vraies, les choses pourraient changer rapidement. Peut-être bientôt ou peut-être pas du tout. Il y a aussi beaucoup d'incertitudes sur l'histoire elle-même. Certains suggèrent que la prétendue réunion de 1995 et les affirmations qui y sont liées n'ont peut-être jamais eu lieu ou ne sont peut-être pas étayées par des preuves réelles. Il est également possible que les enquêteurs ne se concentrent même pas sur ces questions ou que certains rapports soient exagérés ou faux. Pourtant, des questions reviennent sans cesse. Pourquoi cet investissement de 15 millions de dollars a-t-il eu lieu à ce moment-là ? Comment les disques prioritaires sont-ils passés de petits projets à des groupes majeurs comme NWA? Et pourquoi Diddy serait-il intéressé à témoigner devant le tribunal? Lorsque les gens examinent ces détails ensemble, ils ont souvent du mal à les séparer ou à les expliquer complètement. Dans le même temps, rien n'est confirmé et de nombreux éléments de l'histoire restent flous. Ce qui est sûr, c'est que la situation n'a pas disparu et qu'elle continue d'être discutée. Pendant ce temps, Diddy reste au MDC Brooklyn. Plus il y reste, plus sa situation devient grave. Il aurait demandé un crédit pour le temps déjà purgé dans l'espoir d'une peine plus courte, mais le juge Arun Subramanian lui a plutôt accordé 50 mois. Cela signifie que sa libération la plus rapide possible aurait lieu vers la fin de 2028. Il se trouve actuellement dans un établissement fédéral difficile, et son avenir dépend fortement de ce qui se passera ensuite. Certains rapports indiquent qu'il pourrait être impatient de témoigner, non seulement disposé, mais activement intéressé à le faire. Si cela est vrai, cela soulève des questions sur ce qu'il pourrait savoir. Il était impliqué dans l'industrie musicale à un très haut niveau et dirigeait des disques de bad boy. Même s'il n'était pas directement impliqué dans les prétendues réunions discutées, il était proche des décisions majeures des accords et des personnes influentes du secteur. Grâce à cela, il peut avoir des connaissances sur le fonctionnement de l'industrie qui prenait les décisions et comment l'influence s'opérait dans les coulisses. S'il choisissait un jour de coopérer avec les enquêteurs, il pourrait potentiellement fournir des informations détaillées plutôt que de simples rumeurs. Et si les enquêteurs fédéraux enquêtent réellement sur Davis, alors un témoin coopérant possédant des connaissances privilégiées serait très important pour eux. Mais pour l'instant, une grande partie de ces affirmations restent incertaines et de nombreuses affirmations ne sont toujours pas prouvées. Quelle autre allégation concerne Davis? Est-ce que cela a été prouvé? Découvrons-le. Allégation de Chevalier.
Suge Knight purge actuellement une peine de 28 ans de prison pour homicide volontaire. C'est un criminel reconnu coupable et c'est aussi quelqu'un avec une longue histoire de conflits bien connue et très amère avec Sean Diddy Combs qui remonte aux années 1990. En raison de ce contexte, de nombreuses personnes affirment qu'il n'est pas une voix neutre ou fiable. Il a des raisons personnelles claires d'être en colère, de déformer les faits ou de présenter les événements d'une manière qui nuit aux autres acteurs de l'industrie. Certains diront même qu'il n'a rien à perdre en faisant des déclarations audacieuses ou choquantes. Mais ce qui retient l'attention des gens, ce n'est pas seulement qui il est, c'est ce qu'il dit savoir. Knight a affirmé qu'il existe des enregistrements et des bandes cachées impliquant des personnalités puissantes de l'industrie musicale. Selon lui, ces enregistrements impliquent non seulement Combs, mais également des personnes situées au-dessus de lui dans la hiérarchie de l'industrie. Il suggère que certaines de ces personnalités de haut niveau étaient impliquées dans les mêmes types de comportements que d'autres ont été accusés et que l'industrie a contribué à protéger ou à cacher ses actions. Avant de le rejeter complètement, les partisans de ces affirmations soutiennent qu'il est important d'écouter réellement ce qu'il dit en détail. Knight ne demande pas de sympathie. Il ne cherche pas à se présenter comme innocent ou incompris. Au lieu de cela, il parle depuis une cellule de prison, avec très peu de choses à gagner personnellement. Dans cette position, il affirme qu'il dit simplement ce qu'il croit être la vérité de longue date sur la façon dont le secteur de la musique fonctionne en coulisses. L'une des idées les plus troublantes qu'il a mentionnées est ce qu'il a appelé le test des œufs. Il n'est pas entré dans les détails dans chaque déclaration publique, mais l'idée de base qu'il a décrite est que les jeunes artistes, ou ceux en devenir, auraient été soumis à des situations physiques humiliantes ou dégradantes comme une sorte de test informel avant d'être acceptés ou pleinement accueillis dans l'industrie. Selon Knight, ce n'était pas quelque chose de complètement inconnu. Il a suggéré qu'il s'agissait plutôt d'un secret de polichinelle, quelque chose dont beaucoup de gens étaient conscients, mais dont peu étaient disposés à en parler publiquement. Dans sa version des événements, il a également désigné Clive Davis comme quelqu'un qui a permis à ce genre de pratique de se poursuivre. Il n'a pas accusé Davis d'avoir directement organisé les événements allégués, mais plutôt d'en avoir eu connaissance et de n'avoir rien fait pour les arrêter. Le porte-parole de Davis a rapidement rejeté ces affirmations. Ils ont qualifié les déclarations de Knight de complètement fausses et ont déclaré qu'elles provenaient de quelqu'un qui est actuellement en prison et qui éprouve un ressentiment personnel envers l'industrie. De leur point de vue, ces accusations ne sont pas crédibles et sont motivées par la colère plutôt que par des preuves. Et c'est là que la situation se complique. D'un côté, la crédibilité de Knight est fortement remise en question en raison de son casier judiciaire, de sa peine de prison et de ses conflits de longue date avec des personnalités puissantes de la musique. D'un autre côté, il fait également des déclarations très sérieuses concernant de grandes entreprises comme Universal et Interscope. Selon Knight, lorsque des accusations graves étaient portées contre certains artistes, il existait parfois une manière discrète de les gérer. Il affirme que, au lieu de se livrer à des batailles juridiques publiques ou à des règlements clairs, certaines personnes ont obtenu des emplois au sein de l'entreprise ou ont été inscrites sur la liste de paie selon une forme d'arrangement. Il suggère également que ces paiements étaient structurés d'une manière qui paraissait officielle, mais qu'en réalité, ils visaient à faire taire les gens. Si une telle chose était vraie, les critiques disent que cela ne ressemblerait pas du tout à un accord commercial normal. Jusqu'à présent, aucune action en justice n'a été intentée contre Knight spécifiquement à la suite de ces réclamations. Aucune poursuite publique majeure ne l'a contraint à se rétracter, et aucune contestation judiciaire publique détaillée n'a pleinement répondu à ce qu'il a dit point par point. À bien des égards, l'industrie elle-même était restée largement silencieuse sur la question, et ce silence explique en partie pourquoi ces histoires continuent de circuler. Alors si ces affirmations sont complètement fausses, pourquoi n'y a-t-il pas eu une réponse plus forte, plus rapide et plus directe pour y mettre fin par les voies légales ou publiques? Serait-ce un acte délibéré? Découvrons-le. Le silence choquant. Certaines personnes remarquent qu'Universal et Interscope n'ont pas nié rapidement et haut et fort ces affirmations. À cause de ce silence, ils se demandent si la stratégie consiste simplement à attendre et à espérer que l'histoire disparaisse lentement. Mais au lieu de disparaître, l'histoire continue. Suge Knight continue de parler et chaque fois qu'il le fait, le sujet devient plus difficile à ignorer ou à rejeter pour le public.
Dans le même temps, Knight n'est pas le seul à suggérer que les personnes influentes de l'industrie musicale se protègent lorsque de grosses sommes d'argent sont impliquées. Les critiques élargissent souvent le champ d'action au-delà d'une seule personne et pointent du doigt les événements antérieurs comme faisant partie d'un schéma plus vaste. Un exemple remonte à 1991 au City College de New York. Il y a eu un événement caritatif de basketball promu par Sean Diddy Combs. Selon certaines informations, la planification de l'événement a été mal gérée et la sécurité n'était pas suffisamment solide pour la taille de la foule. En conséquence, une bousculade a éclaté et 9 personnes ont été blessées. Dans de nombreux secteurs, notamment celui du divertissement, quelque chose comme cela aurait pu mettre fin à une carrière ou provoquer une longue suspension du travail public. Mais dans ce cas, Combs a continué à progresser dans l'industrie sans un arrêt public majeur de sa carrière. Seulement 2 ans plus tard, en 1993, Clive Davis lui a fourni un important coup de pouce financier, environ 15 millions de dollars, pour créer Bad Boy Records. Pour de nombreux observateurs, cette somme d'argent représentait bien plus qu'un simple soutien. Cela ressemblait à une avancée majeure en termes de pouvoir et d'influence. Au lieu d'être repoussé ou ralenti, il a reçu les ressources nécessaires pour se développer encore plus. De l'extérieur, le message que certains en ont retenu était simple. Dans le monde du divertissement, si vous générez suffisamment de bénéfices ou de valeur pour les bonnes personnes, de sérieux revers pourraient ne pas arrêter votre progression à long terme. Il existe également des allégations émanant de particuliers au sein de l'industrie des médias. Daniel Smith, rédacteur en chef du magazine Vibe, a affirmé que Combs avait un jour menacé de la poursuivre en justice alors qu'ils étaient dans une voiture parce qu'elle avait refusé de lui montrer les photos de couverture du magazine avant qu'elles ne soient publiées. Elle dit que cet incident s'est produit dans les années 1990 et que cette expérience lui a laissé un stress émotionnel durable. Selon son récit, il n'y a eu aucune conséquence juridique grave ni interruption majeure de carrière pour Combs par la suite. Aucune accusation n'a été déposée et il n'y avait aucune sanction publique largement reconnue à l'époque. À cause d'histoires comme celle-ci, certains critiques affirment qu'une tendance commence à se former. Ils suggèrent que chaque fois que Combs était confronté à des situations qui auraient pu entraîner de graves conséquences, quelque chose semblait toujours empêcher ces conséquences de se produire pleinement. Qu'il s'agisse du soutien de l'industrie des résultats juridiques ou de l'influence des entreprises, sa carrière a souvent continué à avancer. Pour les critiques, cela ne ressemble pas à des incidents isolés, mais plutôt à un système dans lequel des connexions puissantes contribuent à protéger des personnalités influentes. C'est là que les grandes institutions entrent également dans le débat. L'Université de New York, par exemple, possède le Clive Davis Institute of Recorded Music, du nom de l'influent directeur musical. C'est un programme respecté qui forme les jeunes qui souhaitent travailler dans l'industrie de la musique. Mais maintenant, son lien avec Davis est perçu différemment par certaines personnes en raison des controverses et des accusations plus larges discutées en public. À l'automne 2024, l'Institut a nommé le rappeur Joey Batty Toolers comme artiste en résidence. C'est un artiste de Brooklyn qui est désormais indirectement lié à l'héritage de Clive Davis et de l'institution qui porte son nom. La direction de l'Institut a déclaré qu'il pourrait aider les étudiants à comprendre les systèmes financiers modernes de l'industrie musicale. Cependant, les critiques affirment que ce type de déclaration semble très différent lorsqu'on le place à côté des allégations et des débats en cours sur la façon dont l'argent, l'influence et le pouvoir ont pu façonner certaines parties de l'industrie. Le Clive Davis Institute fait également partie d'une conversation plus large sur l'héritage et la réputation. Le théâtre Apollo s'inscrit également dans ce contraste. En juin 2025, Clive Davis a reçu un Legacy Award lors d'un événement bénéfice majeur où des artistes de renom se sont produits en son honneur. Alors que pensez-vous de la découverte choquante dans la succession de Clive Davis? Partagez vos réflexions avec nous dans la section commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.